Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, c'est parti pour relations sensibles à l'environnement et donc un éclairage international sur cette question. Hop. Donc tout d'abord, un grand merci évidemment à toute l'équipe organisatrice, Benoît, mais tous les collègues et étudiantes et étudiants. Merci parce qu'en même temps, c'était pour moi l'occasion de reprendre en fait un ensemble de travaux et essayer de vous proposer en 30 minutes un éclairage international et également en même temps quelques pistes quelques pistes pédagogiques. Le plan de vol est le suivant, mais on va certainement s'arrêter ici au niveau de la présentation des approches internationales et quelques pistes. Donc vous le retrouverez assez régulièrement. On va commencer avec quelques éléments de contexte que je vais me permettre de passer assez vite parce que finalement la littérature, vous l'avez dans pas mal d'articles, mais c'était pour vous donner aussi quelques références pour les étudiantes et les étudiants. Donc un contexte, vous le savez, très anxiogène dans cette ère de l'anthropocène, avec dans nos sociétés occidentales une vision anthropocentrique de la nature. On va y revenir, on va faire une pause conceptuelle là-dessus. Donc une ontologie naturaliste telle que la nomme Philippe Descola. Une éducation au développement durable qui est plutôt positiviste. Donc positiviste, on y va plutôt par des savoirs, dans une approche assez factuelle, distancée de la nature. Et une éducation physique qui est encore relativement anthropocentrée en France. Donc Léa était déjà allée un petit peu sur cette terminologie. On va y revenir. Des élèves qui, eux, souffrent d'un déficit de nature, un éloignement du monde sensible. Et pour autant, ce bien-être qui est aussi au programme des CAPEPS, un bien-être qui peut être envisagé également dans une sorte de quatrième dimension autour de cette relation à la nature. Donc des enjeux qui sont très forts au regard de ces éléments de contexte, et puis des idées actuelles qui se développent largement autour d'une écologie corporelle. Pareil, on va prendre le temps de la définir ensemble, ou une écologie du sensible. Ça va vraiment être le fil rouge de ma présentation. Et la perception que l'éducation physique et sportive aurait un potentiel écologique. Merci Léa et Nicolas pour cette terminologie qui est très pertinente et très claire en fait. Donc des travaux, des propositions qui se développent pour des approches beaucoup plus holistiques, donc qui visent à déconstruire des dualismes, le dualisme corps-esprit, le dualisme nature-culture, pour aller cultiver cette sorte de relation résonante entre l'élève et son corps, l'élève et les autres, et l'élève et l'environnement. Donc on se situe vraiment dans ce contexte où les choses bougent, à l'image de cette journée organisée par Benoît. Les choses bougent et l'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble et qu'on puisse aussi avoir ce regard international, c'est-à-dire se repositionner en tant qu'occidentaux dans un ensemble de pensées qui sont pas justement toutes anthropocentrées, qui sont pas toutes ces pensées à avoir construit cette distance avec l'environnement naturel. Donc ensemble, on va regarder ce qui se passe un petit peu à l'international. On va essayer de voir quelles sont les conceptions de l'environnement, de la nature, que l'on peut observer donc dans différentes éducations physiques et dans différentes cultures, et voir un petit peu comment dans ces curricula est pensée l'articulation entre la durabilité et l'éducation physique. Petite pause conceptuelle. Je vous l'ai dit, donc on allait prendre le temps de distinguer les deux notions ou deux concepts d'anthropocentrisme et d'écocentrisme. Alors certaines sont peut-être très habitués à cette terminologie, d'autres non. C'est finalement, quand on distingue anthropocentrisme et écocentrisme, on distingue pas de deux idées qui sont vraiment opposées, mais on se situe sur un continuum d'attitudes environnementales. Et les attitudes anthropocentriques, ce sont des attitudes donc très présentes dans nos sociétés occidentales qui considèrent finalement la nature comme étant coupée de nous et qui nous positionnent dans une relation de maîtrise, de domination, de surplomb vis-à-vis des éléments naturels. Alors le dessin est pas ressorti, j'ai toujours des petits problèmes d'affichage, voilà. Donc on est quelque part un petit peu coupé de cet environnement naturel quand on se situe dans cette attitude anthropocentrique ou anthropocentrée. Les travaux d'Hélène Kopnina sont vraiment une référence à ce niveau. Inversement, une attitude ou des postures écocentriques ou écocentrées nous positionnent finalement dans une relation symétrique aux éléments naturels. Donc c'est une vision qui est beaucoup plus holiste ou holistique ou moniste. On considère l'être humain comme faisant partie d'un tout, d'un écosystème, dans une relation symétrique d'interdépendance et de respect.
Donc dans ce continuum allant de l'anthropocentrisme à l'écocentrisme, l'enjeu justement c'est peut-être d'aller de plus en plus vers ces relations écocentrées et d'amener nos élèves dans cette direction-là. Alors comment faire, c'est ce qu'on va voir ensemble évidemment. Et donc je vais me référer pas mal aux travaux et notamment à un article qui est beaucoup cité, celui de Christophe Litzler qui est pas là aujourd'hui, mais c'était avec Jean Saint-Martin qui est présent aujourd'hui. Un article justement où il compare le curriculum norvégien et le curriculum français, et notamment les activités physiques de pleine nature, et où ils nous disent que la promotion d'une éthique écocentrée, donc une éthique écocentrée dans cette relation symétrique avec l'environnement naturel, semble avoir toute sa pertinence dans le système scolaire. Mais cette promotion d'une éthique écocentrée, le problème, c'est qu'elle ne relève pas uniquement d'une transmission discursive de principes éthiques, donc d'une transmission quelque part de connaissances. C'est ce que je vous ai dit dans l'intro, dans la diapo introductive. Souvent, l'éducation au développement durable, c'est quelque chose qui est pensé à travers la transmission de connaissances, de savoirs majoritairement désincarnés. Donc on se rend compte que ça fonctionne pas, c'est pas suffisamment percutant. Et l'idée, c'est que finalement, vivre des expériences, et c'était l'objet des deux présentations précédentes, vivre des expériences répétées, situées, précoces en nature serait vraiment favorable à ce déplacement vers des attitudes écocentrées qui, on verra ensemble, est un vrai déplacement ontologique. On en parlera tout à l'heure ensemble. Voilà, ces expériences répétées en nature, elles seraient favorables, donc la littérature le montre déjà, un attachement plus fort au lieu, à une connexion au vivant et au développement d'attitudes environnementales beaucoup plus durables. Donc l'enjeu, finalement, si je récapitule ici, c'est pas seulement de mieux connaître le milieu, la nature et l'environnement, mais c'est de réapprendre à goûter, à sentir et à habiter le monde. Et ça va vraiment être le fil rouge de cette présentation. Réapprendre à goûter, sentir, habiter le monde. Et vous voyez très bien que là, on fonce vers le sensible et vers cette écologie du sensible. Un terme que je reprends à Jacques Tassin. Donc après cette distinction entre anthropocentrisme et écocentrisme, on va s'arrêter un petit peu plus justement sur cette écologie du sensible. Et je voudrais m'arrêter sur quelques auteurs, alors plutôt des philosophes ici. Ici, Baptiste Morisot qui parle d'une crise de la sensibilité, avec une petite citation que vraiment j'adore, je la trouve très pertinente, elle vaut le coup d'être un petit peu travaillée. Il constate un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Une réduction de la gamme, et j'ai mis en gras finalement les 4 termes parce qu'ils me semblent vraiment très, très importants et on va travailler dessus. Une réduction de la gamme d'affect, donc affect au sens d'émotion, de percept, donc de perception, de concept, compréhension et de pratique nous reliant à lui. Donc crise de la sensibilité. Jacques Tassin, même idée, il souligne la nécessité de renouer avec la saveur du monde, de restaurer une expérience située, charnelle, du vivant. Et j'ai toujours envie d'ajouter du vivant et donc du non-vivant. On a tendance à introduire et à avoir encore ce dualisme entre vivant et non-vivant. Nous travaillons beaucoup sur les fluides, sur l'eau, sur l'air, qui sont dans notre perspective occidentale du non-vivant et qui sont dans d'autres perspectives autochtones vivants. Donc là, la question du vivant et du non-vivant, je vous invite aussi à la dépasser un petit peu. Je vais passer ces diapos sur des extraits de Jacques Tassin, mais quand on se plonge dans son bouquin, on a envie de tout partager. Il nous dit par exemple que la sensibilité rend possible cette continuité qui opère d'une entité vivante à une autre. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment de travailler sur cette connexion sensible des élèves avec le milieu naturel, avec l'environnement. On parle ici d'écologie du sensible, d'autres parlent d'écologie corporelle, autour de Bernard Andrieux notamment. Donc l'idée, c'est un petit peu la même chose, c'est que le corps est un milieu vivant qui va être traversé, façonné par ses interactions avec l'environnement. Des interactions qui sont sensorielles, qui sont émotionnelles, qui sont physiques en fait. Et d'où le lien avec la résonance et de la perspective d'Hartmut Rosa. Donc finalement, le titre de l'intervention, on est vraiment sur une éducation physique qui passe par le sensible. Le sensible, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par une relation sensible à l'environnement? Une relation sensible à l'environnement, c'est une relation qui est physique, qui est sensorielle, mais qui est aussi émotionnelle avec l'environnement. C'est une relation à travers laquelle on va toucher l'environnement, on va toucher l'eau par exemple, et l'eau, dans une réciprocité, elle va toujours nous toucher, elle va nous affecter physiquement, on va avoir froid, on va sentir une vasoconstriction, on va avoir envie de faire pipi, donc elle nous touche vraiment, elle nous transforme, et elle va aussi nous toucher émotionnellement.
Donc l'eau, l'air et plein d'autres éléments finalement de cet environnement. Donc envisager une relation sensible à l'environnement, c'est vraiment s'intéresser à cette relation qui est physique, sensorielle et émotionnelle. Donc voilà pour cette petite pause conceptuelle autour de l'anthropocentrisme, l'écocentrisme et cette question du sensible. Et maintenant, on est armé quelque part pour prendre de la hauteur et observer comment la durabilité, l'environnement, la nature, les activités physiques de nature sont pensées dans les éducations physiques d'autres pays. Je parlerai d'éducation physique parce que chez nous en France, elle est sportive, en Suisse aussi. Au Québec, c'est l'éducation physique et à la santé, et dans plein d'autres pays, c'est tout juste de l'éducation physique. Donc, de façon un petit peu inclusive, je préfère rester sur de l'éducation physique. Alors, un sous-plan ici, je vais vous présenter quelques extraits de travaux qu'on mène actuellement, une analyse comparée des éducations physiques dans 4 pays à partir de l'analyse des curricula prescrits. Donc ça a une limite, on est sur le prescrit, on n'est pas sur le réel pour l'instant, mais c'est pas grave, vous verrez que c'est très très révélateur de ce qui est fait en France. On va se positionner finalement par rapport à d'autres éducations physiques. Ça va vous aider aussi à mettre des lunettes particulières pour observer ce qui se passe chez nous. On va ensuite aller voir ce qui se passe en Norvège, avec 2 exemples autour du friluftsliv et puis une séance de bloc que j'ai pu observer. Donc là, on va être vraiment sur du concret, vous allez voir. Et ensuite, on va reprendre un petit peu de hauteur avec une modélisation qu'on va vous proposer pour penser ces différents regards internationaux sur la durabilité en éducation physique. Alors, le premier temps, c'est cette analyse comparée sur l'éducation physique. Je vais passer un peu vite sur cette diapo. C'est vraiment une recherche qui est en cours où on compare donc 4 pays, je vais y venir juste après. On fait une analyse curriculaire des textes officiels, des programmes, tout en sachant que on est sur du prescrit, donc c'est ce qui quand même permet d'orienter les actions sur le terrain, mais pour autant on n'est pas sur le terrain malgré tout. Quand on compare des pays, évidemment on s'inscrit dans des contextes culturels, socio-historiques qui sont différents. Donc ils ont été choisis pour diverses raisons, mais notamment aussi parce que il s'agit de contextes culturels bien différents. La Norvège est très marquée par justement cette identité autour du friluftsliv et en même temps la présence de peuples autochtones. Un petit peu la même chose pour le Québec. Le Japon, mais il est entre finalement une influence américaine post-Seconde Guerre mondiale, avec une grosse présence des ball games, donc de tous ces jeux de sport collectif. Et en même temps, il y a une culture très forte autour du shintoïsme. Et le shintoïsme, c'est une vision finalement une ontologie, une vision du monde dans laquelle on prête une intériorité à l'ensemble des éléments qui nous entourent, y compris par exemple un rocher. Et j'y reviendrai parce que c'est important pour moi cet exemple du rocher. Et donc la France avec notamment ce souci du vivre ensemble et en même temps une pensée très très naturaliste autour de l'environnement. Donc avant d'entrer, je vais vous présenter 4 extraits finalement de curriculum. Sur la France, ce que l'on sait, ce qui a déjà été montré dans divers travaux, c'est que en éducation physique et notamment quand on est sur les activités physiques de nature et dans le champ 2, on est plutôt dans une approche anthropocentrée de maîtrise de l'environnement. On va maîtriser un environnement, un milieu qui est plutôt incertain pour chercher à s'y déplacer en toute sécurité. Je caricature, mais on est là-dessus. Dans les projets de programme, il y a un petit changement terminologique qui est hyper important. On va essayer de saisir des opportunités dans l'environnement. Donc on n'est plus dans la même relation à l'environnement. Mais ça, ils sont pas encore sortis officiellement, donc on garde ça pour plus tard. J'espère. Alors ici, ça va pas forcément être très très visible. J'ai pris en fait simplement un tout petit extrait du début de chaque curriculum qui commence toujours par les finalités. Et j'ai souligné en rouge ce qui caractérise, au regard de ce qu'on a déjà étudié finalement, ce qui donne une spécificité à chaque curriculum en éducation physique. Donc si on regarde en haut à gauche sur le Japon, je vous ai souligné Physical and Mental Aspects in an Integrated Manner. Donc l'idée, ce qui est vraiment le fil rouge dans ce programme, c'est l'idée de dépasser ce dualisme entre le corps et l'esprit. C'est très très présent. L'environnement est quasiment absent au Japon. Si on part en haut à droite, on est sur le Québec. Et là, sur le Québec, j'ai souligné simplement la question de l'efficience motrice et des comportements sécuritaires et éthiques. Le respect de l'environnement, c'est quelque chose qui est très présent au Québec. En bas, c'est la France. Et alors j'ai pris, on est globalement sur la même chose, le volet 3 du cycle 4, donc collège de la 5e à la 3e.
J'ai souligné le vivre ensemble, le bien-être et se soucier de sa santé. Sur le début, il n'y a absolument rien sur l'environnement non plus. Et donc, ici, vous avez la Norvège. On est dans le tout début du curriculum également. Et là, vous avez aider les élèves à apprendre, à sentir, à faire l'expérience, à créer avec leur corps. Donc, vous avez déjà des idées qui sont très, très fortes ici. Et tout cela à travers le mouvement et à travers l'exploration en nature. Donc ça, c'est présent d'entrée dans le programme, dans le curriculum norvégien. Si je vous montre, si on rentre un petit peu dans le travail de la recherche, ici, je vous ai mis notre premier temps de travail plutôt inductif où on a extrait de ces programmes tout ce qui était relatif à l'environnement, puis ensuite on en a fait des catégories, et ensuite on va valider ça avec les collègues en Norvège et au Québec, et on va continuer le travail. Je vous invite juste à regarder la France, vous connaissez, la France, on est sur des environnements variés, on va construire des repères sur l'environnement, on doit réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel aménagé ou artificiellement recréé, on va choisir ou conduire un déplacement adapté, bref, on va gérer ses ressources, on va faire respecter les règles de sécurité et l'environnement. On est dans une approche assez froide, en fait, de l'environnement, si je caricature. Si on regarde à gauche, côté norvégien, c'est pour que vous ayez un peu les mots, alors, on a sur l'idée d'utiliser l'espace proche, évidemment. On a Explore Nature, on a In All Four Seasons, Experiences in Nature, Safe, Sustainable Outdoor, Nature Wandering. Donc, on a la notion d'expérience qui ressort aussi énormément. On a l'idée alors c'est un peu plus loin, mais Awareness about the Environment. On a vraiment déjà aussi en volume quelque chose qui est assez impressionnant sur la Norvège. Ce qui m'amène à ces catégories d'analyse qu'on a construite aussi pour comparer ces curricula, avec donc tout ce qui amène à envisager l'environnement comme une contrainte. On est beaucoup ici en France. Envisager l'environnement comme une expérience vécue. Tous les termes qui sont proches de cette idée de conscience écologique, de respect de l'environnement, de respect de la nature. On a ici une sous-catégorie autour des rapports culturels à l'environnement. Par exemple, en Norvège, on a des éléments par rapport à la culture des Samis, qui est un peuple autochtone, et la manière dont ils vivent en relation avec l'environnement, ça fait partie du curriculum. Et on a également tout ce qui concerne le cadre matériel de pratique. Alors j'avance un petit peu. Ce qu'on observe finalement dans ces conceptions de l'environnement à travers ces 4 curricula, c'est qu'au Japon, on est plutôt sur une faible présence de l'environnement et de la nature. On a une approche très fonctionnelle. En France, on a un accent qui est mis sur la maîtrise, la sécurité, la gestion des risques. L'environnement est une contrainte, on doit s'y adapter pour réussir son déplacement. Au Québec, on est plutôt sur le respect du milieu, la responsabilité, une sorte de réflexivité. Et en Norvège, on est énormément dans une approche par l'expérience vécue en nature, l'immersion sensorielle et en même temps une éthique du milieu. Donc on a 4 approches très contrastées de l'environnement dans les éducations physiques de ces 4 pays. Ce qui m'amène maintenant à zoomer sur les travaux en Norvège et sur dans un premier temps, le friluftsliv. Alors, le friluftsliv, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais essayer d'aller vite. Je suis désolée, je cours un petit peu après le temps. Friluftsliv, de façon très simple, c'est la vie au grand air. C'est la vie au grand air. Ça fait partie vraiment de l'identité norvégienne. Et c'est une tradition qui est partagée finalement par le peuple norvégien et qui fait partie clairement du curriculum. Donc c'est l'idée de ressentir cette joie, tout simplement, à être là, en nature. Ce friluftsliv, il imprègne le curriculum des élèves depuis le début du XXe siècle pour les garçons, depuis les années 20 pour les filles, et il est obligatoire. Ce friluftsliv, donc cette idée de vie en plein air ou de vie au grand air, est vraiment présent dans le curriculum et très détaillé. Si on regarde ensemble ici, ce qui est proposé pour les élèves en 10e année, donc fin de lycée, ils doivent acquérir une expérience de plein air durant l'hiver, vivre des expériences esthétiques avec la nature, vivre des aventures. Ils doivent apprendre les facteurs de déclenchement d'avalanche, ils doivent être capables d'organiser des bivouacs d'urgence. L'idée là, c'est de vous montrer à quel point les Norvégiens ont avancé, enfin sont vraiment présents. C'est le 3e objectif de l'éducation physique chez eux, c'est l'outdoor en fait. Ce friluftsliv, nous, on a voulu suivre comment des étudiants Erasmus vivaient finalement cette formation au friluftsliv au cours de 6 mois ou d'1 année passée
à Notodden, à l'université. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats et en même temps un outil qui est très intéressant à utiliser sur le terrain avec les élèves, qui sont les dessins d'éco-conscience. Donc ces étudiants engagés 6 mois à 1 an finalement dans ce programme, parce que ce Free Love Sleeve, il est enseigné pour pouvoir ensuite être enseigné sur le terrain. Donc ces étudiants étaient engagés dans ce programme et on leur a demandé finalement, dans cette recherche, de revenir sur le moment le plus marquant pour eux dans cette année ou dans ces 6 mois d'université. Tous, en fait, toutes et tous, sont revenus sur un trip qui était marquant, une expédition de 3 jours, 2 nuits, en milieu naturel et en hiver. On leur a demandé, donc il y a eu des focus group et puis ils ont réalisé des dessins d'éco-conscience. Et ces dessins d'éco-conscience, nous ensuite on a fait une analyse, on les a classés, organisés, et il y a 3 grandes catégories qui ont émergé, avec 3 types de relations à l'environnement. Une relation plutôt de résistance, une relation ambivalente et une relation résonante. Je vous en montre quelques-uns. Et en même temps, ces dessins d'éco-conscience, on les utilise sur le terrain avec les élèves aussi, dans d'autres activités de pleine nature, quand ils ont fait du pied nu, quand ils ont fait de la randonnée sensorielle, quand ils font du vol libre. C'est un outil de retour sur expérience et de réflexivité qui est vraiment très très important pour eux et qui fonctionne très très bien. Donc là, vous avez ici la catégorie des dessins plutôt qui relatent des expériences de résistance. On n'est pas dans des postures anthropocentrées, on est dans une forme de résistance parce que finalement, la résonance ne se fait pas. Il y a une sorte d'aliénation au sens d'étrangeté ou d'hostilité du milieu qui est vécu. Et vous voyez que les étudiants et étudiantes se sont dessinés de dos à la nature et entourés d'objets qui leur permettaient de se protéger. Ils sont tristes de cela, les émotions sont négatives. Ils n'ont pas réussi quelque part à se connecter à la nature et c'était trop fort pour eux quelque part. Je le dis très vite, mais on a publié là-dessus, donc après vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez. Ici, on a les relations plutôt ambivalentes. Là, la nature est pas dessinée, c'était les mêmes consignes. L'environnement est absent, le zoom a été fait uniquement sur le corps et sur des sensations très ambivalentes dans ce corps. Si on regarde par exemple, alors on va zoomer sur Lila, elle est là, hop. Lila, elle a dessiné les épaules rouges, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une randonnée avec un gros sac à dos en ski, donc c'était dur physiquement, c'était vraiment dur. Et pour autant, elle a aussi dessiné des papillons dans le ventre, des petits cœurs, des étoiles dans les yeux. Elle a dessiné cette ambivalence à sa manière, et ça, quelque part, on s'en moque. Et ensuite, elle a verbalisé dessus. Donc une relation très ambivalente qui était vécue avec des ressentis corporels, plutôt désagréables, en même temps très agréables. Et ici, on a une autre catégorie de dessins. Cette fois, vous le voyez, les étudiantes et étudiants se sont dessinés dans l'autre sens. Ils sont beaucoup plus petits, ils sont fondus quelque part dans cet environnement. Ici, on voit vraiment quelque part, c'est une forme de relation de résonance, qui a été non pas mise en mots, mais mise en dessin et ensuite mise en mots par ces élèves. Alors, on aurait pu zoomer sur Eliane, par exemple, et je vais pas avoir le temps de le faire. Alors, ce qu'on veut vous dire ici, à travers cet exemple et en guise de conclusion sur cet exemple, sur le Free Love Sleeve et ces dessins d'éco-conscience, c'est que finalement, vivre des expériences à nature, alors là, elles étaient plutôt intenses et extrêmes, c'était des trips alors qu'il faisait très très froid. Donc ça affecte, ça touche, et les étudiants, les élèves vont vivre une relation sensible avec l'environnement, dans une tonalité affective plus ou moins positive, avec des sensations corporelles plus ou moins ambivalentes. Donc il y a une vraie nécessité, mais que ce soit sur 3 jours ou sur une demi-journée en milieu naturel, d'accompagner l'expérience, ça a été dit, par la réflexivité, le partage de ressentis si cette expérience est difficile. Elle sera pas forcément positive, d'accord ? Il faut accompagner. Toujours avoir des plans. Alors en Norvège, ils ont un plan A, un plan B, un plan C, un plan D pour quand même aller dehors. Mais si les conditions météo sont trop mauvaises, on passe d'un plan à un autre pour dimensionnaliser finalement cette expérience et que l'écart soit pas trop difficile, trop intense par rapport à ce que les étudiants et étudiantes ont l'habitude de vivre. Maintenant, je vais zoomer juste sur le bloc. On va prendre le temps ensemble. Là, c'est ce que je voulais vous montrer, toujours sur la Norvège. C'est un exemple de situation qui est vécu par les étudiants lorsqu'ils passent de SAE. Ils ont grimpé en milieu intérieur pendant plusieurs mois. Et là, c'est leur première séance en bloc en extérieur. J'ai eu la chance de vivre cette expérience avec eux. Et puis, c'est quelque chose que je fais maintenant avec les étudiants. Je leur fais vivre exactement la même chose. Et c'est quelque chose qu'on peut faire vivre aux élèves, en fait. Après, c'est à vous de piocher dans les idées. Donc, la marge d'approche,
Le collègue, il nous demande de choisir une pierre. Donc chacun ramasse sa pierre, tout simplement. Et on marche et on va ensuite s'installer. Vous le voyez, on a mis les matelas, on s'installe autour d'un arbre, on s'assoit et on prend le temps, ces petits temps qui sont si importants, on prend le temps d'observer, d'écouter, de sentir. C'est le printemps, donc on entend des tronçonneuses, en même temps on entend des oiseaux qui chantent, les odeurs commencent à se réveiller un petit peu. Ensuite, on touche, chacun a sa pierre, et on est invité à explorer sensoriellement cette pierre. Donc on va la toucher, on va la regarder, on va la sentir. Et l'enseignant, là, il questionne, qu'est-ce que c'est que cette pierre? C'est quoi la pierre? Quelle est votre relation à la pierre? Je vous laisse imaginer les réponses. D'où est-ce qu'elle vient, cette pierre? Est-ce qu'elle est vivante, cette pierre? Les réponses, vous vous doutez, sont négatives là-dessus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur ce dualisme entre vivant et non vivant. Est-ce qu'elle est vivante, cette pierre? Ben non, elle n'est pas vivante. Mais regardez, est-ce qu'il y a de la mousse dessus, peut-être? Des lichens? Est-ce qu'elle bouge, cette pierre? Est-ce qu'elle est venue là toute seule? Est-ce qu'elle a roulé? Comment elle est venue jusqu'à vous? Là, l'idée, c'est vraiment de faire un petit pas de côté par rapport à notre manière habituelle, usuelle de penser les éléments qui sont du non-vivant, a priori pour nous. Ensuite, on a mouillé cette pierre. Et elle a changé. Qu'est-ce qui change? Bah oui, ça brille, l'odeur est différente. La pierre, elle a changé. Est-ce que c'est la pierre qui a changé ou est-ce que c'est notre relation à la pierre? Parce que cette pierre, elle est en relation avec le soleil, avec nos yeux, avec nos sens. D'accord? Et en fait, on fait l'expérience de cette relation. L'enseignant, il veut faire vivre aux élèves l'idée que tout est relation. Et nous, on est en relation avec l'environnement. Donc là, il veut leur faire vivre ça. Donc la pierre a changé dans sa relation à l'environnement. Il y a le soleil, il y a l'eau. Et donc notre expérience, elle est toujours relationnelle. Ensuite, je coupe un petit peu les étapes, mais on a dû donner un petit nom à notre pierre. Donc chacun, ça fait rire tous les élèves en général, on donne un petit nom à sa pierre. Et ensuite, on est en cercle, on ferme les yeux, et là, c'est parti, et on échange les pierres. On les échange. Donc là, rappelez-vous, après, on fait du bloc, on est en dalle à l'extérieur. On se les échange, et là, il y en a des plus chaudes, parce qu'elles étaient plus petites, alors on a le temps de les chauffer dans les mains. Il y en a des plus lourdes, des plus rugueuses, il y a de l'angle ou pas. Donc, il y a plein de choses qui changent. On se les passe comme ça, et quand on retrouve sa pierre, on annonce le petit nom, parce qu'on a créé une relation particulière à sa pierre. On a pris le temps de l'explorer, cette pierre. Et ensuite vient le temps de la mise en commun. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oups là. Quelle texture, quelles odeurs, etc. Et ensuite vient le temps de début de pratique du bloc, où là, on travaille sur l'adhérence avec le rocher, on est sur une dalle, etc. Donc là, l'enseignant invite à sentir justement le rocher. Moi, je vais m'arrêter, je termine cet exemple. Sentir le rocher, la friction, etc. Le bilan de certains étudiants, c'est de nous dire, on est en relation constante avec la pierre et l'enseignant nous a poussé à vivre cette relation extrême en donnant un prénom à la pierre. Ce que nous dit l'enseignant, c'est que finalement, l'approche au départ, elle est plutôt rationnelle, distancée, scientifique. Les étudiants, au départ, ils nous disent, c'est du magma, du quartz, ça nous vient des profondeurs de la Terre, c'est pas vivant. Donc, ils ont eu une compréhension plutôt scientifique de la pierre. Et l'enjeu, c'était d'aller vers une approche phénoménologique. Ça, c'est le cadre de l'enseignant derrière. Approche phénoménologique et donc redonner finalement une forme de légitimité à sa propre expérience. Et en tant qu'élève, vous verrez quand vous allez les questionner, leur expérience à eux, ils n'ont pas l'habitude de la partager. Ils ont l'impression que c'est pas légitime. D'accord? Et là, c'est un moment où justement, on leur demande la leur d'expérience. On veut valoriser la singularité de l'expérience vécue par chacun et par chacune. On veut donner de la valeur à l'expérience individuelle. Et chacun va percevoir sa relation avec l'objet. Souvent, on a tendance à ne pas valoriser notre propre expérience, notre propre perception de la pierre ici. Et donc les étudiants nous disaient, l'enseignant, en fait, il nous a vraiment poussés dans nos retranchements. Et l'enjeu, c'était de dire, finalement, t'es pas en train de percevoir des molécules, là. Non, non. Tu fais l'expérience du poids de la pierre, par exemple. Tu fais l'expérience de sa température. Et donc, cette petite expérience-là, c'est ça aussi, c'est que l'enjeu, c'est des expériences répétées, mais parfois sur des expériences marquantes comme ça, l'idée, c'est d'initier une sorte de déstabilisation ontologique. De cette ontologie naturaliste, donc ça renvoie à cet anthropocentrisme. L'ontologie, c'est la manière dont on pense ce qui vit et ce qui existe. Donc ici, l'idée, c'est d'aller d'une approche très scientifique à distancer à une approche beaucoup plus relationnelle. C'est ce que voulait l'enseignant ici. Et c'est ce que je vous invite à penser, avec peut-être, ici, pourquoi pas, poursuivre avec un travail interdisciplinaire. Moi, je fais ça avec les étudiants. Je leur demande, par exemple, quand on va dans un parc, il n'y a aucune demande particulière qui est faite. Je leur demande d'enregistrer un petit audio sur ce qu'ils ont vécu. C'est souvent un peu pauvre.
on a discuté avec un tel, on a entendu éventuellement un oiseau. Ensuite, on passe à une deuxième étape, marche à l'aveugle, marche pieds nus, marche avec focalisation sur l'odorat, sur l'ouïe, etc. Et je leur demande à nouveau de réaliser un petit audio, ils s'enregistrent, ils font un petit récit d'expérience sur ce qu'ils viennent de vivre. Et ils se rendent compte que c'est beaucoup plus riche, ils ont beaucoup plus de choses à dire, parce qu'ils ont exploré d'autres modalités sensorielles. Donc ils ont exploré cette relation sensible à l'environnement. Donc ça, vous pouvez le faire avec vos élèves sur des petits temps, c'est très facile. Et on peut connecter avec d'autres disciplines. On peut connecter par exemple avec le français, nous c'est ce qu'on est en train de faire avec les élèves de la classe montagne. On connecte avec le français et on les fait travailler sur des récits d'expérience, des récits d'aventuriers. Moi, je vous ai mis ici Stéphanie Baudet, parce que j'adore son bouquin, déjà, à la verticale de soi, parce que c'est une femme qui fait de l'escalade en extérieur, d'accord? Et c'est parce qu'également, là-dedans, il y a des passages, je ne les ai pas retrouvés malheureusement pour aujourd'hui, il y a des passages où elle décrit avec une granularité, une finesse, sa relation à la roche, à cette texture. La manière dont, parce qu'elle y croit sur une dalle, finalement, elle construit une prise, là où quelqu'un d'autre ne la verrait pas, cette prise. Donc là, l'idée, c'est vraiment de connecter avec d'autres collègues. Alors, souvent, on va sur les sciences de la vie et de la terre. Eh bien, le français peut être également très, très utile pour aider les élèves à mettre en mots ou en dessin leur expérience et leur propre relation au monde. Donc, les aider à expliciter cette expérience sensorielle. Je ne vous ai pas parlé, du coup, de cette modélisation sur les regards internationaux, mais je vous vois et il est temps d'arrêter. Donc, ce sera pour une autre fois, c'est pas grave. En tous les cas, on a un chapitre qui va arriver avec Christophe là-dessus, où on présente une sorte de modélisation. Je vous la montre juste. Non, je vous la montre pas. Je termine là-dessus sur les traditions éducatives de plein air à travers le monde. Ce que je voulais également vous présenter sur ces traditions autour du plein air. On a zoomé un tout petit peu ensemble sur le friluftsliv, qui est vraiment l'identité norvégienne. L'identité norvégienne qui nous vient du 19e siècle, le romantisme, et en même temps un pays qui se sépare de la Suède, qui devient indépendant et qui doit construire son identité. Donc c'est autour de cette vie en nature que l'identité norvégienne est construite. Et ce friluftsliv, il fait partie d'une tradition éducative du plein air, comme l'outdoor education, comme les forest schools, le Waldkindergarten, et les approches beaucoup plus autochtones autour des savoirs indigènes, qu'on abordera une autre fois. En tout cas, on travaille dessus en ce moment avec pas mal de collègues. Merci pour votre attention, puis désolé pour la course.